déclenchée suite à des colères profondes, mais qui ne s'exprimaient pas forcément dans les derniers temps. C'est pour certains ont pu dire, ça a explosé, c'est une surprise. Ça n'est pas vrai, ça n'était pas une surprise. Des camarades posaient la question et ils disaient qu'est-ce qu'il faut faire? On disait patienter, continuer de discuter, continuer de défendre les revendications, continuer de prendre des initiatives, et puis on verra. Et effectivement, on a vu. À partir du moment où la classe ouvrière et les salariés sont rentrés en cause, ça a complètement changé la nature du mouvement, qui a pris ses formes selon les milieux, les endroits, mais qui a trouvé toute sa force. Et ce sont les cheminots qui ont commencé, et les gars de Dunlop. Et à l'issue de cela, la CGT a fait un appel. Si je l'ai retrouvé, il est du 18 mai. Et cet appel, nous l'avons distribué le lundi matin à la prise. Et les dirigeants, nous sommes partis dans les entreprises où nous pensions qu'il fallait y aller aider. Pour ma part, je me rappellerai toujours d'être allé chez Rousseau, chez les jeunes femmes et jeunes filles. Et il y avait là 400 ou 500 jeunes filles. Et quand la vieille, comme il l'appelait, c'était la directrice, a voulu fermer la porte, on a mis les pieds dans la porte et on a dit non, non, madame, aujourd'hui, c'est pas vous qui fermez. Et s'adresser aux filles, et les filles, vous savez, aujourd'hui, on est en la grève, etc. C'était des filles d'ouvriers, des filles de salariés. Elles ont écouté avec une attention énorme. Et après, on leur a dit, c'est moi qui étais là, je leur ai dit, écoutez, maintenant, aujourd'hui, c'est particulier. Il faut décider, on vous propose d'occuper l'entreprise. Mais vous allez en discuter entre vous, on vous laisse une demi-heure discuter. Alors les filles sont restées une demi-heure dans la cour, elles ont discuté, ont fait voter en masse, et l'occupation de l'usine a commencé. Alors le mouvement s'est développé avec une solidité, une unité, une largeur de couches très importante. Que dire du mouvement? Les manifestations en Montluçon et ailleurs se sont toujours bien passées. La CGT avait une autorité considérable, c'est elle qui conduisait les choses, sans se couper des autres syndicats, sans leur demander, surtout en ne leur rejetant pas, en se battant pour l'unité. Moi, j'ai encore au cœur cette chose de la CGT, sa puissance, sa présence. Ouais. Et oui, une puissance considérable. Je dirais un mot en aparté que des gens disaient, ou des fois on aurait dû aller plus loin. Du point de vue politique, les conditions n'existaient pas, c'était très clair. C'est un autre débat, je dirais, mais c'est clair qu'elles n'existaient pas. Du point de vue syndical, ceux qui disaient cela, d'une manière générale, ils se plantaient. Une particularité qu'il faudrait quand même souligner sur Montluçon, elle n'est pas directement syndicale, mais elle me touche par mes idées personnelles. À Montluçon, nous avons gagné un député communiste en 1968. Je crois qu'il faut réfléchir. On n'a jamais vraiment réfléchi sur le pourquoi, en tout cas pas. Je pense que la qualité du mouvement syndical, je le dis comme je le pense, la qualité des luttes, l'appropriation réellement des... Je crois qu'elle a dû jouer un rôle réel c'est une opinion toute personnelle. Comment la bourgeoisie a réussi à détourner l'histoire? Demandez à un jeune aujourd'hui, c'était quoi 68? Il vous dira les barricades, les pavés, les flics. C'est pas ça du tout. Ils tombent des nues. Alors, surtout s'ils ne sont pas ouvriers. Or, c'est important de ne pas laisser déformer l'histoire. C'est grave. Là, je prends toute l'histoire ouvrière. C'est la même chose, les conquêtes ouvrières. Combien de gens ne savent pas d'où viennent les conquêtes ouvrières? 68 est pas l'étape principale, c'est la libération l'étape principale. Mais 68 est une grande étape. Et la masse de ces ouvriers, salariés, ils avaient quoi dans la tête? Leurs revendications. Salaire, emploi, surtout à Montluçon. Ce début mai de 1968, où j'avais franchi la porte de l'usine, j'étais qu'une ouvrière, comme les 580 autres. Beaucoup de monde qui était là, qui attendait, qui discutait. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'était Roger Tavillière, à l'époque, qui était pas secrétaire général, qui nous expliquait. Moi, j'avoue que ce jour-là,
un déclic s'est fait dans ma tête et je me suis dit c'est ce jour-là où il faut vraiment se mettre en mouvement pour défendre un peu de nos droits, nos revendications, puisque on était dans une ambiance avant qui était assez étouffante, qui était assez dure, puisqu'on avait des conditions de travail très difficiles. Donc mai 68, à l'époque je n'étais pas syndiquée, j'étais une simple ouvrière, et il y avait quelques grèves qui avaient précédé ce mouvement, où on revendiquait 60 000 francs par mois, alors qu'on en gagnait 40 000. On demandait aussi la suppression des abattements d'âge, puisque celles qui n'avaient pas 21 ans, puisque la majorité à cette époque était 21 ans, elles subissaient des abattements d'âge, un peu pour donner l'équivalent de ce que voulait faire Villepin avec le CPE. Donc on réclamait 60 000, on s'est mis en grève avec d'autres usines de Montluçon, mais le mouvement s'est enclenché comme ça, et il y avait... je pense que c'est l'espoir que ça a suscité, ce mouvement, au-delà des revendications. On se sentait plus fort parce qu'on était nombreux, on était ensemble, et c'est vrai que ça donnait une force au mouvement qui était... on n'arrivait pas à l'arrêter. Mais pour nous, à Dunlop, mai 68 a commencé finalement en 66, par les prises de parole, par les tracts, par les informations. Ça, on se rend compte avec le recul. Le personnel, on croyait qu'il ne bougerait pas, et finalement, quand il y a eu les événements du 13 mai, Roger Loury, qu'on appelait le ministre à Dunlop, qui était délégué du personnel, m'a téléphoné pour dire qu'on allait prendre la parole au mélange pour arrêter, on ne peut pas rester en dehors du mouvement. Quand on est arrivé au vestiaire de l'atelier mélange, Roger est monté sur l'état pour parler, pour dire on va se joindre au mouvement. Les gars lui ont dit tais-toi ministre. On est prêts, ils ont tous sorti de sous la table, ils ont fait celle de casse-cou. Ils ont dit on est prêts pour rester là jusqu'à la relève du lundi matin 5h. Ils étaient là depuis 5h du matin le samedi, et ils ont attendu la relève du lundi matin 5h pour pouvoir continuer le mouvement et occuper l'usine. Pendant tout le temps de l'occupation qu'on a fait, chaque atelier, chaque service mettait sur des cahiers les revendications de leur secteur, de leur atelier, de leur bureau, ce qui a permis d'établir un catalogue, une liste de revendications qu'on a négocié avec la direction et que jusqu'à environ le 13 juin, pour aboutir à un protocole d'accord qui a permis de nombreuses avancées, notamment pour les ambassadeurs. Ce qu'il y avait de réconfortant, c'est qu'on n'était pas tout seul dans le mouvement. Il y a eu un mouvement de solidarité autour des grévistes, notamment les paysans nous amenaient des pommes de terre, il y avait des commerçants qui nous amenaient de la nourriture, tout ça au restaurant de l'usine, et ça nous permettait de tenir le coup et on restait 24 heures sur 24 dans l'entreprise, ce qui fait qu'on a pu tenir le coup longtemps avec tout le personnel. Alors ça m'inspire plein de slogans qui ont été relayés au fur et à mesure des années. Il est interdit d'interdire, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Et aussi une lutte acharnée de toutes les classes, des ouvriers, des étudiants, un mouvement populaire et d'une ampleur phénoménale dans toute la France. Des grèves sauvages qui sont apparues comme ça pour la première fois. Enfin, c'est vraiment une époque qui a rassemblé tout le monde et ça devait être beau à voir et quand on entend les anciens en parler, c'est encore plus intense. C'est aussi des mois, voire des années de grève, hein, puisque ça a commencé en 1967, ça a perduré sur toute l'année 68, et surtout ça a permis des acquis sociaux énormes. Hein. Enfin, y a tous les ouvriers ou presque ont gagné en pouvoir d'achat. Tout le monde a pu s'informer avec la généralisation de la télévision, donc c'est vrai que l'information venait chez les gens et du coup dans la rue ça s'est ressenti, c'était une ferveur magnifique. Tout simplement qu'il n'y a rien d'impossible, c'est-à-dire que quand on se bat, quand on se met tous ensemble, on arrive à avoir des progrès, qu'il n'y a rien d'irréalisable. Mai 68 ça m'inspire des droits nouveaux pour tous les travailleurs, pour toutes les catégories de la population.
c'est l'unité, dire qu'à un moment donné, on ne nous a jamais donné de droits, on les a toujours pris. Donc ça veut dire qu'on est en capacité de s'unir, de se battre, de discuter ensemble, de faire des assemblées générales, et puis qu'à un moment donné, on se réapproprie le travail. Puisque les richesses, c'est nous qui les produisons, c'est normal que ce soit nous qui décidons un petit peu de comment elles sont distribuées, on se réapproprie nos lieux de vie, les endroits qui nous appartiennent quelque part. Donc voilà, après c'est les affrontements aussi avec les forces de l'ordre, avec les groupes fascistes, parce que inévitablement, quand on se bat pour des droits nouveaux, il y a des gens qui refusent et des institutions qui refusent qu'on ait notre part, notre dû, notre légitimité là-dessus. Et ça veut dire qu'on est obligé de se battre, que ce soit les congés payés, que ce soit les augmentations de salaire, tout ça c'est parce qu'on le réclame et c'est pas des choses qu'on nous donne. « 68, ça a commencé, on était encore au télé noir et blanc, hein, c'est la couleur débutait. Bon, on devait en avoir un quand même à la maison, un poste en couleur. Mais peu importe, les premières images qui ont été véhiculées, c'est la Sorbonne, hein, c'est les étudiants. Évidemment, c'était des gars de mon âge, hein, des filles de mon âge. Et on avait tous, ça je me souviens, cette solidarité à Bourbon, classe 66, donc né en 46, on était en 46. Je pense qu'il n'y en a pas un qui a été défaillant dans l'équipe pour dire faut y arrêter. Faut y arrêter cette bourgeoisie qui nous écrase. On ouvrait le poste de télé, c'était des bourgeois. La presse, c'était la presse bourgeoise. C'était, et puis des rapports pour moi qui ne sont pas normaux. C'était le vouvoiement obligatoire, c'était appliquer tais-toi, encore qu'on y revient aujourd'hui avec Macron, mais c'est autre chose. Bon, et il y a eu, ça favorisait cette révolte de la jeunesse, et ça l'explique en partie, bien qu'elle ait été exploitée, je pense à Cohn-Bendit par exemple, mais bon. Cette jeunesse-là s'est révoltée. Elle s'est révoltée, et un des acquis de 68 parmi tant d'autres, ça a été celui-là, c'est qu'on a cassé. On a cassé ces relations bourgeoises, ces relations où on se faisait toiser de haut et on n'avait le droit que de s'écraser, hein, de la fermer. Bon, ça, pour moi, ça fait partie des grandes victoires, mais il y a quand même eu ces relations qui ont renforcé, à l'époque, le syndicalisme. Le syndicalisme en est ressorti renforcé. Les barrages étaient souvent constitués de troncs d'arbres abattus sur le bord des routes, hein, quand on en trouvait, de bottes de paille, hein, transportées. Et les gars avaient les fourches encore, hein, au moment. Hein. Il y avait même comment on appelle ça, un épouvantail qui s'appelait la chienlit. Voilà. Tu connaissais ça? Ah oui. Il faut expliquer, la chienlit, c'était De Gaulle. La chienlit, c'est De Gaulle. Il avait dit que c'était la chienlit. Et vous aviez fait un beau bonhomme avec une belle casquette, la chienlit. Marc, dans le défilé des retraités, l'autre jour, j'ai rigolé parce que tu avais une banderole. Macron, rappelle-toi, les 68 arts sont là 50 ans après. Bah oui. C'est vrai. Hein, c'est vrai. En mai 68, j'étais en première au lycée de jeunes filles de Moulins. Et lorsque les événements, évidemment, se sont produits, le lycée s'est mis en grève et j'ai pu assister à une ou deux assemblées générales. Mais pour ma part, c'est plutôt à l'extérieur du lycée que j'ai pu vivre mai 68 très fortement et dans le cadre de la jeunesse communiste. Je passais devant l'usine Bardet, l'usine métallurgique, autant qu'il me semble, et que c'était absolument extraordinaire pour moi parce que j'y passais évidemment à pied ou avec mon petit vélo et l'usine était en grève. Et pour la première fois, la lycéenne que j'étais pouvait parler avec des gars que connaissaient évidemment mes parents. Et c'était absolument une rencontre formidable. Donc lorsque j'allais à l'Assemblée Générale, ou que j'en revenais, évidemment, c'était l'occasion de parler des événements locaux ou des événements nationaux.
Quelqu'un qui était venu voir mes parents et qui bavardait avec mon père dehors, et visiblement, il venait prévenir que des listes avaient été établies à la préfecture de militants en vue et que peut-être il fallait penser au moment les plus chauds de 68, peut-être à un repli quelque part si les choses, évidemment, avec le gouvernement, devaient s'aggraver. Quant aux manifestations, je crois que j'ai participé à toutes les manifestations. Et je me rappelle encore cette vue plongeante que nous avions depuis le haut de la rue d'Allier, la rue d'Allier, qui descendait à la place d'Allier. Et c'était dans les manifestations les plus importantes que j'ai pu voir. Arrive 68. Mais là, ça a été la surprise générale. Parce qu'on était descendu à l'UL avec les gars, et puis les gars nous avaient dit, il y avait des grèves un peu partout, les gars nous ont dit, ah, les gars, il faut quand même essayer de faire quelque chose à Sainte-Catherine. Bah oui, mais Sainte-Catherine, c'était Sainte-Catherine. Et puis ils nous ont donné un tract à distribuer. Première fois on a distribué le tract, convoqué pour une assemblée générale, enfin bon, le tract que l'UL avait fait, puis qu'on avait donné. Eh mon vieux, ça avait mordu un peu de tous les côtés, ça avait, notamment chez les internes. On a distribué le tract. Le lendemain, on a senti que... Allez, alors, on s'est armé de tuyaux, on était voir tous les chefs de service, leur faire signer l'appel à la grève. Et les toubis, comme les internes nous ont aidés, ils ont fait signer les toubis. Alors une fois qu'on a eu la signature des toubis, après, ça a aidé pour que tout le monde, en 68, ma foi, il n'y avait qu'à l'administration où ça bloquait, avec les cadres administratifs qui étaient FO et qui restaient toujours attachés à FO. Alors là, mais partout ailleurs, ça a débloqué une situation qu'on ne s'imaginait pas. Et à l'Assemblée du lendemain, tout le monde était là, c'était... Bon, ça a été le grand départ. Mais enfin, on sentait quand même qu'il n'y avait pas d'histoire dans les adhésions. Les adhésions, ça, à tous les mots, t'avais 15, 20 adhésions, t'avais 200 gars qui sont arrivés à la CGT. Alors évidemment, après, on était là, et puis c'était nous qu'on menions la barque. Les autres, après, ils n'avaient plus qu'à nous suivre. Et on est le dernier établissement en France à avoir repris. On a dit, on ne reprendra le travail que quand on sera sûr que tous les postes seront créés, que tous les postes sont pourvus. Parce que dans l'accord, il était dit qu'il pouvait nous payer des heures supplémentaires, il devait nous payer des heures supplémentaires, mais que ça durait que jusqu'au 1er octobre. Après le 1er octobre, il n'y avait plus d'heures supplémentaires. Donc, il fallait que tout soit fait pour le 1er octobre. Alors, pour éviter tout ça, on a dit pas de reprise du travail tant que... Oui, je vais vous parler du mouvement ouvrier salarié qui a eu lieu à l'Électricité de France, Gaz de France, en mai 68. Sous l'impulsion de la CGT, les 650 environ agents du centre de distribution de Montluçon-Guéret, suite aux événements de Paris, réunissent le personnel le 20 mai et décident de la grève. Le 21 mai, une nouvelle réunion du personnel décide de l'occupation des locaux. Sont concernés les locaux du centre, des subdivisions, des districts, de l'usine à gaz, etc. Et ceci concerne une moitié du département de l'Allier, une partie du département de la Creuse, du Puy-de-Dôme, et de l'ensemble de la Creuse. Cette occupation va durer jusqu'à la reprise du travail à Montluçon le 4 juin 68. Quelques camarades poursuivront le mouvement d'une demi-journée. Les accords de Grenelle, orchestrés par Pompidou, obligent nos directions à satisfaire quelques-unes de nos revendications, dont les principales. Moi, mai 68, ça m'évoque l'une des plus grandes luttes de notre pays, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Une manifestation, une convergence des luttes entre les anciens, les jeunes, les ouvriers, et aussi instaurée par le syndicat CGT qui a apporté son œuvre. Je pense que
c'est vraiment quelque chose qui nous a apporté énormément de choses aujourd'hui à nous, notre génération, sur les droits, sur les droits sociaux, les droits au travail. Et pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple de lutte et de combat qui à l'heure d'aujourd'hui, pourrait nous aider aussi à garder tous ces droits. Mai 68, c'est dans les livres d'histoire. Beaucoup de choses me viennent à l'idée. Des slogans comme, par exemple, il est interdit d'interdire, faites l'amour et pas la guerre. Une révolution qui a amené beaucoup de gens dans les rues. J'aimerais qu'un mai 68 aujourd'hui se réenclenche. Eh bien pour moi, mai 68, ça m'inspire une grande date dans l'histoire du mouvement social en France. Je m'en sers de référence, notamment dans les ateliers, quand je vais discuter avec les salariés, pour convaincre que quand les salariés sont solidaires, quand le peuple français est solidaire et qu'il sait se mettre en ordre de marche et se mobiliser dans la rue, on obtient des conquis sociaux. En mai-juin 68, je suis au lycée de garçons de Montluçon. Les étudiants du quartier latin à l'époque se faisaient tabasser par les CRS, et ce qui m'a marqué le plus au démarrage de ce mouvement, c'est l'énorme solidarité qui pouvait exister entre les lycéens et les étudiants. Nous, on s'est battus pour faire bouger les choses. L'envie de tout bousculer dans nos lycées était énorme et on voulait changer la vie. Tout était remis en cause. La discipline, l'absence de mixité, les rapports prof-élèves. Alors justement, nos professeurs étaient en grève et nous, on voulait se réunir au lycée. On n'a pas pu l'obtenir, donc on s'est réunis à la Maison Déjeuner de la Culture de Fontbouillant. Tous les jours, on se réunissait avec tous les lycéens de tous les lycées de Montluçon. Et au bout de quelques jours, je pense que ça devait être aux alentours du 25 mai, on a fait une grande assemblée générale à laquelle on avait invité d'ailleurs nos professeurs, et on avait discuté sur 3 thèmes principaux, à savoir les modalités d'examen, c'est-à-dire comment le bac 68 allait se passer, mais on réfléchissait également à la manière dont les futurs bacs pouvaient se passer, parce qu'on voulait absolument réformer l'ensemble du système. Les méthodes pédagogiques aussi ont été remises en cause. En fait, tout était discuté, y compris la manière de vivre en interne au niveau des lycées. Un autre souci, déjà à l'époque, c'était notre avenir, parce qu'on nous disait que la faculté n'était qu'une fabrique de chômeurs. Et on était très préoccupés par notre avenir. Déjà à l'époque, on se rendait compte qu'un certain nombre de nuages commençaient à s'accumuler autour de la notion de sélection. Et ça prenait de plus en plus d'importance dans nos réflexions. La dernière chose qui nous a également particulièrement préoccupés, c'était la notion d'inégalité entre nous. En fait, seulement 10% des élèves fils d'ouvriers pouvaient accéder à l'université. Franchement, avec le recul, si je devais résumer la manière dont on a vécu cette époque de mai-juin 68, c'est que voilà, on voulait changer d'air, on voulait vivre. Pour moi, mes souvenirs, oui. Alors déjà à l'époque, je travaillais chez mon père, qui était artisan maçon, et en fait, 68, c'est venu comme ça dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'un jour, entre midi et 2, quand un ouvrier qui était membre du Parti communiste à l'époque de mon père est revenu de manger, il avait vu sur la montagne, ce journal local quoi, donc qu'il y avait une invitation à une réunion des ouvriers du bâtiment à 14 h, donc tout de suite l'après-midi. Ce qui fait qu'après discussion, on a décidé d'y aller. On s'est donc retrouvé à la Bourse du Travail
dans une petite salle, je sais pas, je dirais peut-être une trentaine, une quarantaine d'ouvriers du bâtiment, bien sûr. Là, il y a eu une petite discussion, mais on a tout de suite décidé de partir et d'aller faire débrayer les ouvriers du bâtiment du chantier des HLM du Pré-Bercy qui était en construction à l'époque. Donc on est parti de souvenirs, je dirais peut-être une petite dizaine. On est parti sur le chantier. Il y a eu une prise de parole là-bas. Alors c'était le secrétaire de l'UL qui était un ancien du bâtiment qui s'appelait René Renaud et qui à l'époque devait travailler à HES parce qu'il avait été licencié du bâtiment, etc., etc., quoi. Et donc c'est lui qui menait la danse, quoi. Donc il a fait une prise de parole, les gars ont débrayé, et de 10 où on était parti, on est revenu en manifestation à la Bourse, et on devait être là au moins une cinquantaine. Et à chaque fois donc on revenait à la Bourse, et on faisait adhérer les gars à la CGT, quoi. Ça m'avait bien plu. Le lendemain matin, j'y suis retourné, et on a continué de faire débrayer les ouvriers du bâtiment sur les différents chantiers autour de l'agglomération moulinoise. Alors des fois c'était un peu raide d'ailleurs, je me souviens d'en avoir vu qui sautaient par les fenêtres du premier étage pour pas nous voir. C'était assez marrant, quoi. Voilà, voilà. Et donc à chaque fois, effectivement, on partait 4-5 et on revenait en manifestation 30, 40, 50, etc. On s'arrangeait d'ailleurs pour passer par le centre-ville, par la place d'Allier, pour que les gens nous voient. Et on retournait à la Bourse, et à chaque fois, adhésion à la CGT. Et on faisait le tour des piquets de grève. Je me souviens d'être allé au piquet de grève d'HES, de Bali, le Favre-Martin, enfin, on suivait plutôt le sud de l'agglo, quoi. Et donc on faisait le tour pour savoir s'il n'y avait pas des accrochages, des gens qui venaient les embêter, etc. Et à l'époque, effectivement, je me souviens avoir été poursuivi par les fachos. Alors, je me souviens même qu'une fois, ils nous avaient tiré dessus, on avait eu la trouille. Place d'Allier, ils étaient sortis du Grand Jus et ils nous avaient tiré dessus. Alors, je pense que c'était un pistolet d'alarme, mais il n'empêche que je me souviens avoir pris le virage devant le Sacré-Cœur, la 2 chevaux, les 2 roues touchaient pas terre, quoi. Et on s'était réfugié tout de suite à la Bourse du Travail en klaxonnant pour faire sortir les gars, pour pas se faire taper dessus, quoi. Dans la vie d'entreprise, je peux te dire que les gars qui étaient dans les responsabilités de l'entreprise, on les a plus vus, hein. Ouais. Ils venaient, ils faisaient leur travail, mais ça restait dans leur coin, hein. Il n'y avait plus de pression pendant un certain nombre d'années, ça a duré ça. Hein. Et puis bon, il y a eu les augmentations de salaire qui étaient quand même importantes, hein. Beaucoup de choses, hein. Les conditions de travail, tout ça, c'est arrivé à ce moment-là, hein. C'est arrivé. On a eu quand même, chez nous, on était à 55 heures par semaine, et on est passé très vite à 45 heures. Hein. C'était comme ça, hein. C'est arrivé très vite. Avec bon, c'était peut-être plus facile chez nous, bon, encore que dans la localité, ça m'a été assez vite aussi, hein. Mais comme c'était une direction familiale, quoi, hein, il n'y avait pas de groupe à cette époque, hein. C'était lui qui menait tout. Hein. Et ça a été assez vite, les négociations, quoi. On a avancé beaucoup, hein, beaucoup. Les congés un peu plus aussi, hein. Les couvertures sociales aussi, hein. On avait quand même pas mal de choses, hein, qui ont été mises en place. Un jour, j'étais à la chaîne, et puis mon chef d'atelier a trouvé que j'allais pas assez vite, et devant tout le monde, il m'avait traité de feignant. Alors bien entendu, je ne me suis pas laissé faire, et à cette époque, hein, c'était tout de suite après les grèves, hein, tout de suite après. Eh bien, j'ai été convoqué dans le bureau pour être licencié, parce que j'avais répondu sévèrement à mon chef d'atelier, hein, qui venait de Reims, lui, et commençait déjà à changer un petit peu le fonctionnement. Et donc je vais au bureau, je n'étais pas encore rentré dans le bureau, que tout le monde, tout l'atelier, on était 90 par équipe à l'époque, hein, tout l'atelier était là. Et c'était un délégué que tu connaissais bien, c'était Mario de Souza. Ah oui. Hein, et il m'a fait asseoir en face le chef d'atelier. Et puis tout le monde est rentré, là, il y en avait partout dans le bureau, là. Et Mario, il dit, eh bien maintenant vous allez vous excuser sur ce que vous avez dit à M. Frana. Et l'autre, il a été obligé.
Bien sûr, c'est vrai qu'on n'est jamais maître de comment les choses se passent. Néanmoins, il y a quand même un climat social qui aujourd'hui est difficile et tendu pour beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a aussi un certain défi vis-à-vis du politique en France. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de confiance au niveau des institutions, nettement moins. On a un président qui est élu avec à peine 17% de la population, qui se permet de passer en force sur des choses qui concernent toutes les catégories de la population. Et à un moment donné, est-ce que ça fera l'unité? Quand est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas, mais je pense qu'il va se passer quelque chose pendant ce mandat présidentiel, parce qu'on va toujours vers plus d'inégalités, vers plus d'injustice, et ça, à un moment donné, quel que soit notre travail, quelle que soit notre catégorie, quel que soit le groupe de personnes auquel on appartient, ça nous touche de près, et on a le droit d'espérer un avenir meilleur, et puis il n'y a jamais eu autant d'inégalités en France, donc je crois que c'est pas impossible, effectivement, qu'à un moment donné, on s'empare de ça, et que ça commence. Donc oui, effectivement, un mai 68, moi j'en rêverais. Je pense que beaucoup de gens en rêveraient. Après, j'ose espérer que notre organisation syndicale, la CGT, arrivera à mener cette révolution, en tout cas au moins la faire naître. Je pense que certains indicateurs sont présents, sont pas tout à fait au vert, mais enfin on y vient, on va y venir, enfin j'espère qu'on va y venir au mai 2018, pour les actifs, pour les retraités, basculer ce système qui je pense va être dévastateur pour le tout à chacun. Mais bien sûr, puisque 50 ans après, on a toujours une politique autoritaire, tout passe par ordonnance et par 49.3, donc la démocratie n'est pas respectée, les ouvriers, les salariés ne sont pas entendus, les retraités encore moins aujourd'hui, avec la baisse des cotisations, la diminution des cotisations, et le pouvoir d'achat de tout le monde est impacté, et aujourd'hui on est tous acculés, on est tous en train de voir nos acquis sociaux piétiner, et on a besoin aujourd'hui de se mobiliser, de retourner dans la rue, de retrouver cette ferveur populaire d'il y a 50 ans. Et ça passera par la rue, et ça passera par des mouvements de grève et par des mobilisations de tous. C'est l'affaire de chacun. Au mois de mars et avril 1968, il y avait des grèves un peu partout, dans les professions. Et puis les étudiants étaient rentrés contre une réforme en bagarre, et surtout pour la paix au Vietnam. Ils avaient manifesté à Paris, été réprimés d'une façon invraisemblable. Ça n'a pas suivi, 3 ou 4 jours après, il y a eu un appel national de manifestation. On s'est retrouvé presque 6000 à Vichy, toutes professions confondues. Et 8 jours après, ou 15 jours après, rebelote, des manifestations importantes à Vichy. Alors tous ces petits trucs mis au bout, ces actions un peu partout, ont fait que ça a travaillé un peu les esprits, et un beau jour, je te dis, je devais aller au truc des jeunes à Paris, et on est venu me prévenir que je ne partais pas, parce que les trains commençaient à être bloqués, et on avait réunion ici, à l'UL, le dimanche matin, parce qu'ils avaient été convoqués par l'UD la veille, le samedi après-midi, et le dimanche matin, on avait réunion là, et Faure, qui était secrétaire général à l'époque, dit, bon voilà, on n'a pas été versé, on appelle à la grève, et on occupe les usines, enfin les usines et les services. Bon. Alors les copains du syndicat qui étaient là, parce qu'il y avait du monde autour de la table ce jour-là, on dit, bah ok, pas de souci, on tente le coup, on y va. Bon. Et lundi matin, réunion au milieu de la cour, c'est Claude Carton, à l'époque, qui lance le truc, ici j'étais secrétaire du syndicat. Mais ça, voilà les gars, avec tout ce qui se passe dans ce pays, des revendications qui n'avancent pas,
on appelle à la grève générale dans toutes les professions afin de faire céder ce gouvernement qui va rien entendre, enfin bon. Alors c'est vrai qu'après 3 semaines et un peu plus de grève, il y avait des gens qui avaient tellement souffert au boulot, parce qu'il faut aller voir un peu les conditions de travail qu'il y avait, et bien ils ne voulaient pas reprendre. Il fallait aller plus loin. Et on savait. Alors quand je te dis ça, moi je faisais partie des gars qui ne voulaient pas reprendre. Alors c'est pour te dire, j'ai analysé le truc après. Mais c'était ça à l'époque. Les jeunes, ils disaient non, attends, on n'a pas fait 3 semaines de grève pour des roupies de sorcellerie. Les grosses manifestations qu'il y a eu, c'est bien avant le mois de mai. D'accord. La première en mars, avril, et puis après il y a eu ces 15 jours, 3 semaines où ça bouillonnait dans les cerveaux, comme dit l'autre, et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est le monde du travail qui servait. Ça s'est mis en place après, si tu veux, 68. Ça a été le coup de semence, oui. Et puis après, on a continué de faire avancer les revendications. Les premiers qui sont partis, ça a dû être HES, qui faisait des machines-outils. Potin, qui a dû suivre dans la foulée aussi. Et puis Lefebvre et Martin, comme HES était à quoi, à 100 mètres de chez nous, aussitôt qu'ils étaient en grève, ils sont arrivés à la sortie de midi, à la sortie du soir, distribuer des papiers et tout ça. Ça créait, et puis bon, ça poussait aussi. Il faut dire qu'il y avait eu, quelques jours avant, il y avait eu la journée du 13 mai qui avait été à l'appel de la CGT, enfin les syndicats, dont la CGT, de l'UNEF et tout ça, où il y avait eu des très grandes manifestations partout. À Moulins, il y avait eu une manifestation importante. Alors tout ça, ça avait créé un certain climat. Et puis il faut dire que chez nous, on avait à peu près 10% du personnel, sur les 500 qu'on était, à peu près 10% du personnel, c'était des jeunes. Parce qu'il faut dire aussi qu'à cette époque-là, dans nos professions, les jeunes rentraient à la sortie de l'école à 14 ans. Alors des jeunes de 14, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, eux, ils pensaient qu'une chose, c'était un petit peu aussi à la bagarre, quoi. Mais d'un autre côté, on n'était pas aidés parce qu'on avait contre nous aussi un syndicat autonome, un syndicat dit autonome, mais enfin qui était en fait le syndicat du patron, qui avait quand même une certaine force, et qui eux étaient contre. Il a fallu. Enfin, il me semble qu'à HES, ça a dû être le lundi qu'ils ont dû arrêter, je pense. Le mardi, on a passé une partie de la journée en discussion pour savoir ce qu'on devait faire et tout ça. Surtout essayer d'entraîner les autres pour qu'ils suivent. Et on a donc décidé de faire une assemblée générale. Bien du monde, la salle était presque pleine. Il a été décidé d'organiser un vote le lendemain, parce qu'il y avait les pour, il y avait les contre, c'était pas tranché, il ne faut pas croire que c'était fait comme ça. C'est que c'est décidé que le lendemain matin on ferait un vote et puis que c'est le personnel qui déciderait pour ou contre la grève. Alors donc le lendemain matin, on organise donc ce vote. Il faut dire que les copains de HES étaient là aussi, encore aussi pour nous soutenir et nous aider un peu au maximum. Et puis bon, ben voilà, le résultat du vote se prononce pour la grève et l'occupation de l'usine. On avait décidé de faire un barrage sur la route de l'Ormet, donc on avait quand même été surveillés. Et une chose, c'est qu'on n'avait pas pris les tronçonneuses parce qu'on avait peur que ça alerte un peu de monde, que ça fasse du bruit. On avait abattu ça au passe-partout. On y avait été le matin à 4 h et bon, on n'était pas fatigué, hein. Je te dis que ça tombait. On les avait mis un peu en quinconce pour ne pas boucher carrément la circulation. Mais enfin, on a tenu le barrage la journée. Le soir, on avait le barrage. Enfin, la journée, ça passait vraiment au compte-gouttes. Hein.
Mais on avait manifesté ce jour-là, il y avait du monde. Hein. Et on avait mangé sur place. Voilà, alors ça nous a aidé un petit peu dans nos revendications, mais enfin, ça n'a pas été non plus, ça n'a pas non plus été terrible. Enfin, c'était déjà un départ. Hein. C'était déjà un départ. Mais il fallait y croire, et puis on avait... ce qui tirait un petit peu en arrière, c'était un peu les jeunes, ils restaient un petit peu de côté des fois, ils ne voulaient pas trop se montrer. Ça se comprend, parce que tu comprends, tu avais quand même leur propriétaire qui était à côté. Ah ben oui, mais dis donc, mais celui-là, il a participé à la manifestation. Alors s'il demande quelque chose, maintenant, crac. C'est un peu comme ça, il y avait la crainte des propriétaires. Hein, parce que tu avais la plupart des gars, c'était pas des propriétaires, c'était tous des fermiers et même des métayers. Alors, ils faisaient attention aussi. Hein. Oui, ben la deuxième manifestation qui était importante, c'était pour le lait, parce que bon, les agriculteurs demandaient une augmentation, je n'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, une augmentation assez importante, et puis à ce moment-là, il y avait les laitiers dans le secteur, des petits laitiers, mais alors c'était des vrais, hein, il fallait se heurter avec eux. Alors il y en avait un justement qui était à Saint-Victor, là, et ses ouvriers avaient refusé de démarrer avec les camions, ils avaient 7 camions. Il est venu comme un bolide, lui, il a monté dans un camion et il nous a foncé dessus. Alors là, quand on a vu ça, et puis il a pris des caisses de lait dans son camion et il a commencé de faire la livraison. À ce moment-là, il y avait Monoprix, enfin, en montant sur le boulevard. Et alors, les 2 délégués cantonaux, on avait quand même montré l'exemple, il y avait Roger Chérage qui est décédé, et puis moi-même, on avait trouvé 2 vélos, je ne sais pas si qu'on les avait pris, bon, enfin on avait 2 vélos, on les avait peut-être volés, mais à faire à mesure qu'ils déchargeaient les casiers de bouteilles sur le boulevard, parce qu'ils déchargeaient au Monoprix, ils déchargeaient ailleurs, nous on les attrapait, hop, au milieu de la route. Alors on me demandait si ça... Mais ça avait réveillé les guêpes, hein, les gendarmes étaient là. À l'heure d'aujourd'hui, oui, 50 ans après, pour moi, j'ose espérer que c'est encore possible et je pense que c'est nécessaire. Et on le voit aujourd'hui avec aussi des luttes des cheminots, des éboueurs, des luttes qui viennent un peu de partout. Et je pense que tout ce qu'ils veulent nous enlever, la destruction des conquis qui ont été gagnés justement il y a 50 ans, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir faire... pas un mai 68, mais un mai 2018, et qui rassemblerait le peuple pour garder ces droits que ce gouvernement veut nous enlever. Et j'espère que c'est possible, et je le souhaite. Oui, je pense que c'est encore possible, sinon je ne militerai pas la CGT. Actuellement, la colère monte dans le pays. On voit, par rapport aux gouvernements qui se succèdent et qui sont en train de détruire tous nos conquis sociaux, qu'il y a intérêt à se mobiliser. Notre rôle en tant que militant CGT, c'est d'aller discuter avec les salariés pour essayer de convaincre et construire la mobilisation. Assez d'arguments dans la période actuelle pour construire cette mobilisation, et je pense qu'on va y arriver. Je ne sais pas si ça sera en mai 2018, dans 1 an, dans 2 ans, mais ce que je suis sûr, c'est qu'on y arrivera. Bon, à l'époque, je travaillais chez Chagnon, j'étais tout jeune secrétaire du syndicat CGT, que nous avions créé en 1967. Et donc, suite aux événements de 68, eh bien, nous avons automatiquement occupé l'usine, mi-mai, fin mai, je ne me souviens plus exactement des dates. Et ça a duré environ 3 semaines. Nous avons obtenu quand même pas mal d'acquis, à savoir 20% d'augmentation pour les femmes, 10% pour les hommes, une prime d'ancienneté et une prime de fin d'année, d'un mime. 2 petites anecdotes. Le jour où on occupait l'entreprise, notre patron est rentré en furie dans l'atelier et il m'a dit, mon montré du doigt, il m'a dit, toi, demain tu couches en prison. Et deuxièmement, je me suis marié le 20 avril 1968, c'est-à-dire que 3 semaines après, eh bien, j'occupais l'usine et je couchais à l'usine. Mais
mes compagnons, mes camarades ont eu pitié de moi et puis de ma femme aussi. Et donc ils m'ont libéré 3 nuits pour que je puisse passer 3 nuits à la maison. Voilà. Alors bon, il y avait donc un climat qui s'y prêtait un peu. Et effectivement, on était attentif à la situation. Il y avait une situation un petit peu difficile, là. On attendait, on cherchait, les grosses boîtes étaient en train de discuter, et petit à petit, elles démarraient. Dunlop va être la première boîte du département de l'Allier qui va s'y mettre. Il y avait vraiment un climat tout à fait particulier qui... Tout le monde attendait la grève, et on occupe. Et on a occupé. Et des petites boutiques qui étaient jamais venues à rien, c'est tout juste si on savait qu'elles existaient, eh ben, ils faisaient la queue, au bout de 2 jours, ils faisaient la queue à l'UL, à l'UD, pour se syndiquer, pour faire un syndicat. Parce que ils voulaient profiter de l'aubaine. Et alors on est parti comme ça, et on a eu toute cette activité intense là. Mais c'était, quand je dis intense, c'était le jour et la nuit. Hein. On dormait, on se relayait pour dormir. On a peaufiné les revendications. Quand on faisait un syndicat, bien sûr, on ne se contentait pas de distribuer des cartes, mais on disait aux gars qui est tout, comment ça se passe, qui est-ce que vous voyez pour mettre... On désignait le secrétaire de syndicat, hein, on désignait tout ça, et en même temps, on établissait le cahier de revendications. Alors, il y avait bien entendu les salaires, mais il y avait aussi une quantité de petites revendications qu'on ignorait, nous, et qui étaient en cours dans les petites boîtes. Et quand on a repris le boulot, alors on a vu là aussi les patrons, la grande peur qu'ils avaient eue, et la grande espérance qu'ils avaient pour que ça s'arrête vite. Alors c'est tout juste s'ils ne nous appelaient pas, au lendemain de Grenelle, du constat de Grenelle. Puisqu'on n'a pas pu aller plus loin, eh bien il faut qu'on fasse payer cette grève le plus cher possible aux patrons. Et alors, faire payer le plus cher possible, ça consistait surtout pas à dire au patron, bah c'est fini, on revient. Mais on disait au contraire au patron, voilà, on revient, mais on revient pour discuter. Pour discuter, pour savoir si effectivement ça nous va, ça. Et si vous êtes prêts à arranger un petit peu ce qui ne nous va pas. Et on rajoutait les revendications particulières. Parce qu'à Montluçon, c'était... On ne s'imagine pas comment c'était fait, mais il y avait des grandes boîtes, il y en avait 10 ou 12. Je pense à l'Air Liquide, je pense à un tas de trucs comme ça. Mais il y avait aussi beaucoup de petites boîtes. Hein? Ça veut dire qu'à Montluçon, il y avait un tas d'entreprises, hein, qui étaient comme ça disséminées, qui avaient un petit patron, quoi. Hein? Un petit patron ou une petite entreprise, enfin bref. Et c'était ceux-là les plus enragés. Parce que les autres, ils savaient qu'il y avait un syndicat et qu'il faudrait bien qu'ils discutent. Tandis qu'ils n'espéraient pas discuter. Ils disaient, mais c'est fini, ils l'ont dit à la radio, tout le monde le sait, vous avez eu tout ce que vous voulez. Et on arrachait beaucoup de choses, là. Tout ce qu'il y a à retenir de ça. Hein, on n'a jamais fini une grève complètement tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Hein, et là, on est allé jusqu'au bout, je crois, avec ces entreprises-là. Et c'est un des aspects de 1968, je crois, qui mérite d'être souligné. Est-ce que tu crois que 50 ans possible, il est encore possible d'avoir... je recommence quoi. Reprendre à l'intégration de la prime. Voilà. Un jour on fera le montage après, parce que là, tu vois, t'étais bon, c'est à 2 minutes. C'est juste à 2 minutes juste. J'y retourner sur la caméra, ça reste combien? C'est bon. Ça, bah c'est bon, ouais, bah ça va être bon. Attends, faut que je fasse un petit noir là. Alors aujourd'hui, mai 68 m'inspire la Révolution française.
se réenclenche par rapport au fait que non, je vais pas y arriver. Coucou. Pour essayer de convaincre et construire la mobilisation et c'est des choses. Je pense que sociaux qu'il y a intérêt à se mobiliser et à putain, j'ai juste ce qu'il faut dire. Putain, c'est... 50 ans après, tu penses qu'il est encore possible d'avoir un mouvement social d'une telle ampleur? Oui, je pense que c'est encore possible, sinon je ne militerai pas la CGT. Je pense que... Attends. Alors, là, tu l'as lancé ou pas? Ouais. C'est parti? Oui. Je touche à rien. Tu touches à rien. Allez, vas-y. Oui. Et voilà, ça marche pas, là. Ah putain, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il a, ce machin? Qu'est-ce qui se passe? Non, celui-là, on coupe pas. Oh putain, c'est que c'est dans le drapeau rouge, on voit pas le point.